Introduction d'abord au risque existentiel. La principale distinction qu'on peut faire, c'est la distinction entre les risques existentiels naturels et les risques existentiels artificiels. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un risque existentiel? C'est un risque qui pourrait mettre fin à l'humanité. Alors, un des grands spécialistes de ces questions-là, qui s'appelle Nick Bostrom et dont on va vous reparler plus tard, distingue relativement souvent 99,999% de morts et 100%. Pourquoi? Parce que donc, si vous êtes à 100%, il n'y a vraiment plus rien après. Si vous êtes à 99,99, eh bien, cela pourra recommencer. Donc, c'est l'option utilitariste, considérer que vraiment il y a une différence fondamentale entre les deux hypothèses. On peut distinguer aussi l'hypothèse de la disparition de l'hypothèse de la transformation radicale. Donc le transhumanisme, pour beaucoup d'interprétations, c'est vraiment devenir des êtres humains différents ou bien devenir autre chose que des êtres humains, mais ça ce n'est pas un risque existentiel, en tout cas pour nous. On peut distinguer aussi les risques évitables et les risques inévitables. Un certain nombre de risques existentiels naturels sont, dans l'état actuel, en tout cas de nos connaissances, inévitables. Si ça se passe, il n'y a rien à faire pour y échapper. Par contre, évidemment, je dirais presque les risques qui proviennent de ce que fait l'humanité actuellement, c'est évitable. Une des grandes difficultés pour les risques existentiels, c'est de calculer la probabilité. Bon, parce que tenter d'éviter un risque existentiel où la probabilité est quasi nulle n'a pas un grand intérêt. On peut se dire, on peut définir le risque existentiel comme le risque pouvant mettre fin à l'humanité, mais même pouvant mettre fin à toute vie consciente, même toute vie, ou même faire disparaître l'intégralité de l'univers. Donc, comme je disais, les deux grandes catégories, c'est les risques naturels et les risques qui viennent de l'humain. Et je vais commencer par... Non, pardon, je voulais d'abord dire, il y a aussi, dans l'imaginaire de l'humanité depuis très longtemps, la conception de l'apocalypse. En général, dans cette conception-là, il y a une interprétation religieuse. Les Américains sont fans de tout ce qu'ils appellent rapture, donc à un moment, Dieu va décider d'arrêter la vie ici sur Terre, et ce sera un bouleversement. Bon, je ne parle pas de toutes ces hypothèses, je dirais, religieuses, mais sachez qu'en réalité, quand on parle de risque existentiel pour l'être humain dans la rue, et en tout cas aux États-Unis, il va d'abord penser à cela. Donc, les risques existentiels naturels. Je vais répéter, mais un peu plus longuement, ce qui a été dit par Alexandre. Naturel, il y a terrestre et extraterrestre. Terrestre, en fait, il n'y a qu'un grand risque qui a une assez forte vraisemblance, c'est le supervolcan. Donc, un volcan, vous savez évidemment tout ce que c'est. Un supervolcan, c'est par exemple sous Naples, ou aux alentours de Naples, il y a un immense magma qui pourrait un jour exploser et qui pourrait avoir de telles conséquences au point de vue des explosions et au point de vue des effets induits que réellement ça détruirait l'ensemble de l'humanité. Les hypothèses super tremblement de terre et super tsunami, la probabilité que ça détruise l'ensemble de l'humanité est vraiment extrêmement faible. Et ensuite, il y a la super pandémie, une épidémie déterminée, mais qui aurait un taux de mortalité pour l'humanité de 100%, relativement peu probable également dans l'état actuel des connaissances. Je parle ici de risques naturels, donc pas de quelqu'un qui s'amuse à créer un petit virus 100% efficace. Ensuite, les risques extraterrestres. Le premier, probablement le plus connu, c'est le super astéroïde. Donc, vous savez tous que
selon une hypothèse qui pour le moment perd un peu du terrain, mais selon une hypothèse courante, la disparition des dinosaures a été créée par un super astéroïde. Et s'il y avait aujourd'hui, demain, un bloc, un astéroïde de plus que quelques kilomètres qui venait s'écraser sur la Terre, il est probable que l'humanité n'y survivrait pas. De même, si une étoile explose ou s'il y a des rayons gamma provenant également d'une explosion à quelques années-lumière d'ici, il est également probable que l'humanité n'y survivrait pas. Ensuite, l'hypothèse du trou noir. Mais c'est on va dire en termes de probabilité, on descend de plus en plus, parce que le trou noir à proximité, il n'y a vraiment quasiment pas de risque. Supernova à proximité, peu de risque aussi, tandis que super astéroïde, là, oui, ça c'est encore, en tout cas, déjà arrivé. J'écarte de ma liste, enfin, je rappelle par souci d'être complet, les extraterrestres qui viennent débarquer et détruire l'humanité. Parce que ça fait beaucoup dans la science-fiction, mais relativement peu dans la vraisemblance. Et puis, bon, par ailleurs, on sait que à terme de milliards d'années, la Terre doit disparaître, donc c'est aussi un risque existentiel, mais c'est un risque existentiel à très long terme. Petit rappel pour dire que pour moi, ce qui est aussi un risque existentiel, enfin c'est plus qu'un risque existentiel, c'est une certitude existentielle, c'est que en l'état actuel des connaissances médicales, ben, je veux dire, quoi qu'il arrive, tous ceux qui sont ici seront morts dans un siècle. Bon, c'est un risque existentiel, c'est même pas un risque existentiel, c'est une certitude existentielle, donc qui fait actuellement 110 000 morts par jour parmi les 160 000 dans le monde. S'autodétruire, comment, pourquoi et pourquoi pas. Ok. Petit rappel, pourquoi est-ce que ces risques existentiels sont vraiment tout à fait importants aujourd'hui. On est dans une période d'accélération des progrès technologiques absolument extraordinaires. Ces progrès, ces accélérations technologiques font que nous vivons, et ça, comme transhumaniste, on insiste là-dessus, le plus beau jour de l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vécu aussi bien, aussi longtemps, avec autant d'abondance, mais c'est aussi le jour le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Jamais il n'a été aussi facile de s'autodétruire. C'est grâce plutôt à cause de ce qu'on appelle la loi, en fait la conjecture de Moore, donc le fait que tous les 18 mois à peu près, les capacités informatiques doublent, même si la conjecture de Moore, ça a l'air de se ralentir aujourd'hui, mais enfin, donc, tous les 18 mois, la capacité informatique et donc la capacité de traitement et donc la capacité d'automatisation, dont notamment dans le domaine des armes, ça double tous les 18 mois. Ok, donc c'est aujourd'hui le plus beau jour de l'histoire de l'humanité et le jour le plus dangereux. J'aime bien la petite phrase chaque jour, le quotient intellectuel nécessaire pour détruire l'humanité diminue un petit peu. Et le paradoxe de Fermi, est-ce que vous connaissez le paradoxe de Fermi? Le paradoxe de Fermi, c'est cette idée selon laquelle pourquoi est-ce qu'on est tout seul dans l'humanité, pour autant qu'on sache dans l'univers. On n'a jamais trouvé d'autres formes de vie, mais on n'a jamais, encore moins, trouvé d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers. Une des explications possibles est, en fait, toute civilisation intelligente, lorsqu'elle arrive à un certain niveau technologique, elle se détruit, elle s'autodétruit. Voilà. Et donc, si c'est vrai, on est mal parti. Alors, s'autodétruire, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Alors, il y a toutes les théories escalade, boule de neige, disons, des choses qu'on n'a pas prévues et qui se terminent mal. Mais il y a aussi ce qui, en termes individuels, s'appelle parfois le suicide altruiste ou le meurtre altruiste. Donc, vous êtes tellement, totalement déprimé que vous pensez aussi que l'humanité n'a pas d'avenir. Enfin, c'est plutôt en général des gens des membres de la famille. Et donc, ils tuent les membres de la famille parce qu'ils pensent que c'est mieux pour eux, pour qu'ils ne souffrent pas, mais on peut imaginer qu'un jour, des individus qui ont les moyens technologiques fassent ça pour l'ensemble de l'humanité, ou pour des raisons religieuses. Bon. Et puis alors,
ce qui, à mon avis, est le plus grand risque aujourd'hui, risque existentiel, c'est l'erreur. Donc, un problème, par exemple, informatique qui détruit une guerre, qui déclenche une guerre nucléaire. Alors maintenant, les risques existentiels, le risque par risque, le premier, le plus connu très certainement aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Alors le réchauffement climatique, en soi, si c'est 2 degrés dans un siècle, ce n'est pas un risque existentiel, mais il y a un risque d'effet boule de neige, comme je disais, enfin effet boule de neige, sauf que c'est l'inverse, donc que par exemple le réchauffement provoque des échappements de méthane beaucoup plus importants qu'aujourd'hui, et ce méthane est un gaz avec un effet de serre qui a un effet considérable, et donc il n'est pas inenvisageable que ça provoque des réchauffements non plus de 1 ou 2 degrés par siècle, mais de 10-20 degrés. Et là, à ce moment-là, que l'humanité soit n'y survive pas au sens strict, soit se trouve dans une situation dans laquelle il va y avoir un mécanisme de dégradation très rapide, amenant à la disparition. Les armes nucléaires, évidemment, on en parle beaucoup moins, enfin, je dirais, on en parlait beaucoup moins jusqu'il y a 1 ou 2 ans. Maintenant, on en reparle. Donc, le risque de conflit nucléaire, c'est absolument fascinant pour ceux qui s'intéressent au sujet, le nombre de fois durant lesquelles dans l'histoire on est passé à relativement peu de temps d'une guerre nucléaire, si pas généralisée, en tout cas d'une guerre nucléaire. Et je trouve que c'est une sorte de, quand on réfléchit à ça objectivement, une sorte de miracle que ça fait plus de 50 ans, 50, 60 même, que des dizaines de personnes ont les moyens techniques de déclencher une guerre nucléaire. Le fait que jamais personne ne l'ait fait jusqu'ici, c'est presque un miracle. Bon. Ok, donc ça reste un risque existentiel majeur. Alors il n'y a pas que les armes nucléaires, donc on n'arrête pas le progrès. Et donc imaginez demain que des armes encore plus sophistiquées soient aux mains, soit technologiquement aux mains d'un groupe de plus en plus réduit de personnes, crée une ressemblance par rapport à ce risque existentiel-là, malheureusement encore plus considérable. Les risques nanotechnologiques. Alors ça s'appelle dans la littérature, on va dire, spécialisée dans ce domaine, c'est le grey goo. Donc la matière grise, une des choses qui est envisageable, c'est que quelqu'un réalise un mini-robot, un robot à l'échelle du milliardième de mètre, un mini-robot qui fonctionne par exemple à l'énergie solaire et qui puisse absorber tout. Et s'il peut absorber tout, ben, ce mini-robot, et qu'il peut se multiplier, ce mini-robot, une fois qu'il est lâché, ben, il va détruire toute vie sur la Terre. Ça, c'est une des hypothèses de risque nanotechnologique. D'après les spécialistes, ce risque-là est relativement faible. Alors, risque biologique, j'ai parlé tout à l'heure du risque de pandémie amenant à la disparition de l'humanité, donc parce qu'il y a une mutation, on va dire, naturelle, mais on peut évidemment imaginer qu'un savant fou, ou plutôt des militaires créant des nouvelles armes biologiques, créent quelque chose qui a pour conséquence que, en réalité, ça tue toute vie humaine, voire toute vie, on va dire, mammifère, sur toute la planète. Et donc c'est un risque existentiel à ce titre. Un tout autre domaine, c'est, moi je classe ça, risque économique et culturel. Donc, nous vivons dans une période de progression technologique tout à fait considérable et tout à fait rapide, comme je montrais dans l'histoire de l'humanité, enfin, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde aussi, encore plus. C'est pas une certitude que ça ne va pas un jour s'inverser. Et donc, si ça s'inverse, autant ça a été vite dans un sens, autant ça peut se repasser relativement rapidement dans l'autre sens. Et à partir du moment où cette dégradation technologique se passe, qui peut être créée par l'épuisement des ressources, qui peut être créée par des pollutions destructrices, les êtres humains sont relativement peu résilients quand ils sont en petits groupes, et donc ça peut mener
Ce n'est pas directement les risques économiques et culturels qui provoqueraient la disparition de l'humanité, mais une fois que le nombre d'êtres humains est en décroissance rapide, ben, ils sont éliminés par la sélection naturelle, tout simplement. Donc une inversion technologique ou une inversion intellectuelle, une décision de ne plus faire de recherche scientifique pourrait mener à la disparition de l'humanité. Et la dernière hypothèse, c'est ce que j'appellerais l'autodestruction douce. À un moment, l'humanité est arrivée à un tel niveau technologique qu'elle considère qu'elle a fait le tour, et donc on appuie sur le bouton et on se supprime. Bon, finalement, comme risque existentiel, c'est peut-être le plus sympathique. Alors après, il y a l'intelligence artificielle, mais là, nous allons avoir un exposé beaucoup plus brillant que le mien. Donc je vais juste dire très rapidement. Donc pour moi, il y a 3 grandes sous-catégories, ou 4 grandes sous-catégories. C'est le côté qu'on voit souvent en science-fiction, donc l'intelligence artificielle a été créée, elle veut détruire l'humanité. Ensuite, la destruction de l'humanité par la conséquence non voulue d'un processus voulu. Donc l'exemple qui est relativement souvent cité, c'est on dit à l'intelligence artificielle de supprimer toute souffrance, sans aucune sous-règle, donc supprimer toute souffrance, supprimer l'humanité, ça supprime toute souffrance. Ouais. Détruisant, ça c'est relativement proche, détruisant l'humanité par conséquence d'un processus qui est créé par l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, ce qui à mon avis aujourd'hui est le plus probable, c'est le bug. Le bug, donc on a un processus informatique non voulu, et parmi ces bugs d'ailleurs, même si ça rencontre autre chose, mais il y a le bug qui crée une guerre nucléaire. Et d'ailleurs dans les nombreux épisodes durant lesquels on a approché la guerre nucléaire par le passé, eh bien, c'était souvent dû à des erreurs informatiques ou des erreurs de perception. Et la dernière catégorie, c'est ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas, forcément, je ne peux pas vous le décrire de manière détaillée, mais il y a quand même 2 exemples dans l'histoire technologique ancienne qui peuvent vraiment nous faire peur pour moi. Enfin non, la première c'est dans l'histoire technologique actuelle, mais c'est la question du réchauffement climatique n'a commencé à être envisagée comme un risque qu'au moment où c'était déjà en train de se faire. Personne n'a jamais vraiment réfléchi au risque de réchauffement climatique avant qu'il ait commencé à se produire. Et l'autre exemple, c'est lorsque juste avant qu'il y ait eu la première expérience nucléaire, donc en 1945, juin, je pense, juin-juillet 1945, juste avant Hiroshima et Nagasaki, forcément, un certain nombre de scientifiques pensaient que peut-être que l'arme nucléaire, la première, allait provoquer l'ignition de l'atmosphère, et donc en fait que ça allait détruire. Ils considéraient que c'était une possibilité que l'utilisation de la première arme nucléaire aurait pour conséquence la disparition de l'humanité. Et un des documents concernant cette hypothèse-là est maintenant déclassifié, donc vous voyez que dans le document, c'est marqué noir sur blanc, c'est improbable que ça se passe comme ça. Donc c'est pas marqué, c'est impossible, c'est marqué, c'est improbable. Voilà. Et donc, comme nous sommes toujours tous là, c'est que donc il n'y avait pas vraiment ce risque. Ok, en guise de conclusion déjà, en quelques mots, que faire? Bon, se documenter, travailler collectivement, et ça c'est une des choses sur lesquelles l'association française transhumaniste et les transhumanistes en général insistent, hein, parce qu'on voit souvent les transhumanistes comme trop optimistes, examiner autant, sinon plus, les scénarios catastrophes que les autres, et les vrais scénarios catastrophes vraiment existentiels. Donc, et alors il y a, c'est aussi une hypothèse transhumaniste classique, à moyen ou long terme, quitter la Terre, ou en tout cas avoir des gens, une partie de la population qui quitte la Terre, puisque là ça diminue déjà aussi les risques. Voilà, donc les progrès technologiques nécessitent une étude des risques et un principe de précaution, proaction, parce que le principe de précaution, parfois vu en France et en Belgique et dans d'autres pays, c'est ne rien faire.
Non, le principe de précaution, c'est aussi agir pour maîtriser, pour mieux maîtriser les risques. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de parler quand même de mon sujet favori, la longévité, de tous les futurs technologiques. C'est celui de l'homme résilient qui est probablement le plus beau, et c'est un de ceux qui réduit les risques, notamment les risques en matière d'intelligence artificielle, parce que si on utilise comme priorité absolue dans la recherche en matière d'intelligence artificielle vraiment tout ce qui rend l'humain plus solide, plus résistant, vivant plus longtemps, ça a quand même, je pense, tendance à réduire considérablement les risques, même si ce n'est pas ce qui suffit à cela. Donc la recherche pour la longévité est aussi une recherche qui diminue les risques existentiels. Et donc c'est marqué à vous, mais ça n'est pas à vous parce que c'est d'abord notre youtubeur favori avant les questions. Voilà, merci.